Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser l'entreprise Reward Media. Donc Reward Media, c'est le leader français des médias thématiques, c'est le premier éditeur de presse thématique, le deuxième groupe média thématique dans le digital et un acteur international présent dans 13 pays. C'est une entreprise qui a été fondée en 2012. Le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'actifs médias et développe aujourd'hui un portefeuille de 81 marques médias emblématiques, multisport et multiformat. Donc tout ce qui est web, rédactionnel, vidéo, audio, TV, thématiques et événements. Génératrice d'audience dans 11 univers thématiques, Maison et Travaux, Marie-France, Grazia, Auto Plus, Science et Vie, Gourmand, Top, Santé, Télémagazine, etc. Le groupe combine une activité média de branding à une activité média de performance via sa plateforme d'affiliation TradeDoubler. Donc une activité qui est répartie entre le B2B, donc de professionnel à professionnel, et B2C, donc professionnel à particulier. Avec une augmentation de 20% pour tout ce qui est réservé aux professionnels et une petite diminution de 2% pour les particuliers. Alors c'est une entreprise qui a été vendue dernièrement en totalité par le fonds d'investissement de William Higgins, Indépendance et Expansion. Donc une partie a été vendue en mars et la totalité a été vendue ensuite en avril sans précision particulière. Donc une entreprise qui a perdu depuis le début de l'année 28% alors que les résultats sont toujours bons et le dernier résultat même présente des records. Donc même sur un an, on est à moins 33% et sur 5 ans, on peut voir qu'on est à un cours d'août 2021. Malgré une croissance continue de 8 à 10%, voilà, de 8 à 10%, sans prendre en compte 2020 qui a été une année exceptionnelle pour le groupe. Depuis 2021, on est à 13,2, 8,4, 6,3. Donc voilà, environ 8-9%, c'est très bien. Ensuite, donc, les choses que j'ai notées au niveau de l'analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace. En force, on a vraiment que la plus grande majorité des analystes sont acheteurs. C'est un leader sur son marché national. Les ratios financiers sont très bons, on le verra ensuite avec un rapport Morningstar. Également un très bon résultat annuel, on le verra également dans le résultat qui a été présenté par le groupe sur leur site. Et voilà, RSE plus risque ESG, surtout sur le côté social, car beaucoup d'articles sont à charge, donc ça c'est une faiblesse. Beaucoup d'articles sont à charge, après il faut y prendre avec des pincettes, on ne sait pas si c'est vraiment la réalité. Au niveau de la RSE, voilà. Cependant, eux, ils se disent respecter la RSE au maximum, donc sur leur site internet. Au niveau des faiblesses, on a un manque de transparence des dirigeants, une hausse des coûts des matières premières, donc surtout le papier qui a fait x2 en 2021, plus le prix de l'énergie, donc ça c'est récurrent pour toutes les entreprises. Également, on voit les rapports financiers, les ratios financiers pour ce qui peut être une faiblesse. Le manque de confiance des investisseurs envers les dirigeants. C'est vrai qu'il y a un des dirigeants qui a vendu beaucoup d'actions. Donc ça, c'est toujours une mauvaise chose. Ça veut dire qu'il ne croit pas à 100% en l'entreprise. Contrairement à des actions comme Tesla ou LVMH par exemple, où leurs dirigeants rachètent des actions. Manque de qualification d'une bonne part des salariés, donc ça c'est ce qu'on peut retrouver sur pas mal de témoignages également. Énormément de Doctissimo, 380 000, donc ça on verra à travers un article. Et des difficultés d'approvisionnement au niveau du papier. Donc ça, tout ce qui est approvisionnement, c'est aussi une faiblesse qu'on peut retrouver dans pas mal de groupes. Par exemple, Katana Group a aussi pas mal de difficultés d'approvisionnement pour construire ces catamarans. Au niveau des opportunités, on a la transition numérique, qui est une très grosse opportunité car le climat social est assez mauvais chez Reward Media. Des acquisitions possibles à l'international et à moindre coût, parce qu'elle reprend généralement des entreprises qui sont en déclin
Diversification géographique, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à la fois en opportunité et en menace, parce que voilà, il y a une grosse incertitude. On ne sait pas si ça peut être bénéfique ou non pour l'entreprise. Quant aux menaces, donc on a une difficulté d'approvisionnement qui devrait se poursuivre à l'avenir, l'intelligence artificielle et des amendes suite à un procès qui pourrait atteindre 1,2 million d'euros. Donc voilà, au niveau de Simply Wall Street, on a un cours aujourd'hui qui est à 4,53, donc ça c'était hier, je ne l'ai pas actualisé. Aujourd'hui on a un cours à 4,14 et ils estiment une fair value à 14,44, soit un potentiel de sous-évaluation de 68,6. Donc énorme. Donc voilà, ce que je vous avais dit par rapport au procès et à l'amende qui pourrait en découler. Donc les anciens de Science et Vie bientôt libérés de la vendetta de Reworld Media. Le jugement des procès opposant le groupe à ses anciens collaborateurs du magazine sera rendu ce mercredi 31 mai et le 7 juin. L'éditeur de presse réclame 1,2 million d'euros à Hervé Poirier et Mathilde Fontaise, qui ont fondé le mensuel Epsilon. Les anciens de Science et Vie peuvent-ils gagner? Voilà, bon, globalement, c'est ça. Si vous voulez plus de détails, allez lire l'article et surtout abonnez-vous à Libération parce que l'article n'est pas en entier pour l'accès libre. Encore une des dernières actualités qui est sortie mi-mai. Donc Doctissimo s'est vu infliger une amende de 380 000 euros par la CNIL. Donc la CNIL reproche au site et forum de santé de ne pas avoir consulté ses internautes sur le recueil de leurs données et d'avoir de ce fait enfreint la RGPD. Donc voilà, pareil, je vais pas le lire non plus, c'est pas très intéressant, mais voilà, une grosse amende quand même, 380 000 euros, c'est une des plus grosses amendes que la CNIL a donné, voire la plus grosse. Au niveau des prévisions, donc si on va voir sur le site Zone Bourse, alors déjà au niveau du consensus, pour voir s'ils rejoignent Simply Wall Street. Au niveau du consensus, donc le problème c'est que pour les small cap, donc oui c'est une small cap évidemment, avec une capitalisation de 233 millions d'euros. Pour les small cap, le problème c'est qu'il y a très peu d'analystes, donc là ils sont au nombre de 2, ils sont acheteurs, et ils estiment un cours moyen à 11,66 euros, soit un écart moyen de 172%. Donc c'est excellent. C'est excellent, mais bon, elle est dans une tourmente, elle est vraiment dans une tourmente. Au niveau des finances du coup, pour voir les prévisions jusqu'en 2025, donc on a une capitalisation aujourd'hui de 242 millions d'euros à peu près. Selon eux, jusqu'en 2025, la valeur de l'entreprise devrait baisser et devrait descendre en dessous des 200 millions. Donc finalement, ils sont pas si confiants que ça sur le dossier. On a un PER qui devrait vraiment diminuer. Déjà qu'il était bas, il est à peu près à 5 aujourd'hui. Donc pas de rendement, c'est une entreprise qui n'a jamais versé de dividendes. On a un free cash flow yield de 14,1 en 2023 qui devrait plus que doubler jusqu'en 2025, donc ça c'est très bien. On a un nombre de titres donc qui a beaucoup diminué en 2021 et aujourd'hui qui a beaucoup augmenté. Donc ça c'est pas bon du tout. Par contre cette courbe elle est intéressante, on a un résultat d'exploitation et un résultat net qui vont dans le même sens, avec des marges qui devraient augmenter, donc c'est pas mal aussi. Par contre ça c'est toujours une chose que j'aime pas, c'est que les marges nettes, ou même pas mal de paramètres qu'on peut retrouver sur un site A, sur un autre site par exemple, on n'aura pas les mêmes données, et ça je trouve que c'est un peu dérangeant. On a des marges nettes ici qui sont qui sont quand même relativement faibles.
Ok, et on a un CA qui devrait augmenter également. On a un EBITDA qui devrait bien progresser jusqu'en 2025, donc ça c'est très bien. Un chiffre d'affaires également. Un EBIT également. Et un résultat net, c'est vraiment ce qui nous intéresse, qui devrait bien progresser. Des marges nettes qui devraient pas mal progresser, donc ça c'est super, qui devrait atteindre 10% en 2025. C'est extraordinaire et par rapport au secteur, c'est très très rare. Et des free cash flow très très bons qui devraient atteindre 64,5 millions. Donc c'est très bon. Ce que j'arrive pas à comprendre par contre, c'est que ouais, tous ces chiffres sont excellents, sauf l'augmentation du nombre de titres et la valeur de l'entreprise qui devrait diminuer. Donc ça c'est bizarre, et un PER qui devrait diminuer. Ouais, la corrélation n'est pas très très bonne. Si on va voir les ratios financiers. Donc pareil, sur certains sites, on peut voir que Reward Media a une certaine dette. Et sur le rapport Morningstar, on voit que les dettes long terme sont à 0. Bon, en tout cas, elles sont pas très élevées, mais elles sont à 0. Donc soit ils n'ont pas les données, mais bon, ça me paraît très bizarre qu'ils aient pas les données depuis 2018. Voilà, on va dire que les dettes restent faibles, mais elles sont pas à 0 non plus. Ils estiment le cours actuel à 7,25 €, donc un gros potentiel, mais il reste quand même bien plus mesuré que Zone Bourse ou Simply Wall Street. Donc voilà, là on est vraiment au plus bas du nuage de points, donc c'est une bonne chose. On reste très sous-évalué au niveau des ratios de valorisation, avec un cours sur bénéfice de 5,8 contre 15,3 pour le secteur. Une trésorerie qui est pas mal non plus, 8,9 contre 6 et 12,1 contre 15,6, c'est bien. Et voilà, une entreprise encore une fois extrêmement rentable. Un ROE de 28,6 contre 13 et un ROA de 7,9 contre 4,8. Également un CA par employé en milliers de 696 qui est au-dessus de la médiane. Donc voilà, c'est une belle chose pour l'instant. Un BPA qui a pas mal augmenté, un CA également. Donc un CA qui a fait plus que x2 de 2017 à 2022. Un résultat net, pareil, qui a fait x38. x38 en 5 ans. Des investissements qui ont doublé, mais c'est une bonne chose. J'imagine qu'il y a une bonne part qui est due à la croissance externe. Et voilà, des marges qui sont proches de 8%, mais c'est vraiment une entreprise très atypique. Dans un secteur où les marges sont compliquées. C'est pour ça que je pense qu'elle est vraiment critiquée par ses concurrents et même par certains anciens salariés. Parce que peut-être que les salaires n'étaient pas très hauts, mais voilà, ça. En tout cas, c'est très bon pour l'actionnaire au final. La marge nette est de 8% et d'après les analyses de Zone Bourse, elle devrait atteindre les 10% en 2025. Donc c'est excellent. Donc voilà, globalement pour ça, tous ces ratios sont très très bons. Si on va voir les rapports financiers, donc les résultats annuels de 2022 qui sont sortis dernièrement, donc le 23 mars 2023, on a un chiffre d'affaires record qui a dépassé le demi-million d'euros, un résultat net de 43 millions d'euros, une trésorerie de 118 millions d'euros qui est composée de la dette nette pour 98,2 millions d'euros et un free cash flow au final de 24,6 millions. Ok, 13,3% de marge, très très bon. Donc le groupe a été fondé en 2012 comme on l'a vu, il fête ses 10 ans et on peut voir la croissance des acquisitions, des intégrations, etc. Des très belles acquisitions. Ensuite, l'effet marquant de l'année 2022, donc on a un contexte qui est inflationniste, avec la crise du Covid en 2020, environnement complexe et incertain qui pèse sur les consommateurs et sur les entreprises. Donc inflation inédite, guerre en Ukraine, etc. La stratégie du groupe, elle consiste à relever les défis engendrés par la digitalisation des usages et des marchés,
accélérée par les crises. Donc pricing power, cost agility, innovation et diversification des offres. Solide performance financière en interne. À paramètres constants, solide performance financière en 2022. En 3 ans, le groupe a pris de nouvelles dimensions, chiffre d'affaires qui a passé le demi-million d'euros, augmentation de la marge d'EBITDA de 10,1% à 13,3%, et un flux de trésorerie disponible d'exploitation qui a dépassé les 130 millions d'euros sur 3 ans. Et ensuite, une poursuite de la stratégie d'acquisition sélective, savoir-faire démontré, donc acquisition au juste prix, donc ouais, il ne surpaye pas les entreprises qu'il rachète, voire il les sous-paye. Redéploiement d'actifs médias. En 2022, acquisition de Unify qui regroupe les activités digitales publisher du groupe du groupe TF1. Donc ok, globalement on a ça. Plus de 80 marques médias actives. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'entreprise, vous pouvez retrouver la plupart des marques qui sont regroupées dans 11 communautés affinitaires. Donc 81 marques au total. Donc c'est un leader en audience sur 11 thématiques. Et au niveau des faits marquants, voilà, on a en B2C, donc business to consumer, poursuite de l'enrichissement de l'offre. Donc enrichissement et diversification de l'offre, nouvelles thématiques, marques, services et produits. Donc voilà, comme on l'a vu, contexte inflationniste inédit, inflation globale de 5,3%. Voilà, on est plus aux alentours des 10% réellement, mais voilà, c'est ce qui est sorti par l'INSEE. Papier multiplication par 2 du prix par rapport à 2021. Situation maîtrisée, rationalisation des volumes de diffusion magazine pour préserver la rentabilité, augmentation des prix de vente plus 6%, gestion agile des coûts variables. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans cette entreprise, c'est que malgré les difficultés qu'elle a pu avoir, malgré le secteur dans lequel elle est, également, c'est vraiment une entreprise qui arrive à réduire ses coûts, à faire des acquisitions très intéressantes à moindre coût. Après, malheureusement, il y a certaines choses qui ne vont pas, et si Indépendance et Expansion a vendu cette entreprise, ce n'est peut-être pas pour rien. Elle a peut-être des informations que nous, investisseurs particuliers, n'avons pas. Mais c'est vrai que si voilà, le dirigeant a vendu pas mal de parts, il faudrait juste que je retrouve l'article. Je sais pas si j'ai mis le lien. Ah, mais il avait vendu une bonne part de... Ouais, bah j'essaierai d'aller sur internet pour le voir. Donc une bonne dynamique du marché global. Donc voilà, globalement, je vais pas faire la revue de toutes les pages non plus. Vous pouvez retrouver ce rapport financier complet sur leur site internet. Et d'ailleurs, il y a même... Voilà, il y a un rapport financier, il y a même un rapport extra-financier 2022, bon, qui fait environ 130 pages, donc je me suis pas amusé à le lire non plus. 31 pages, ça m'a suffi. Voilà, on peut voir les différentes acquisitions qu'elle a réalisées, où elle se classe aujourd'hui. Donc parmi les leaders du digital, elle est deuxième, devant TF1, devant Le Monde, etc. Juste derrière Vivendi. Donc c'est excellent. On peut voir ses marques principales, donc comme Doctissimo, Beauté Test, Au Féminin, etc. Marmiton. Voilà, vous pouvez même analyser leurs comptes. Il n'y a rien de vraiment très intéressant de plus à ajouter en tout cas. Et les perspectives, donc poursuivre le développement du groupe. En B2C, on a préservé la rentabilité et l'actif, développer l'abonnement, diversifier les sources de revenus. Et en B2B, on a proposé des formats de qualité, construire une offre innovante et 360 degrés, continuer à investir les leviers de monétisation les plus porteurs. Donc voilà globalement pour les rapports financiers. Ensuite, voilà, je vais juste aller sur internet pour rechercher
les ventes des actions par l'actionnaire. Ouais, j'arrive pas à trouver grand chose par contre. Ouais, mais voilà, il y avait un des dirigeants en tout cas de Reward Media qui a vendu pas mal d'actions et ça c'est vraiment dérangeant pour l'actionnaire. On sait pas pour quelle raison il les a vendues. Et voilà, en ce moment on a un procès qui est en cours et l'amende infligée pour Doctissimo, une de ses filiales. Donc c'est vraiment une mauvaise chose. Ouais, j'arrive pas à retrouver, je vous le mettrai en description au pire. Le nombre d'actions qui a été vendu et à quel prix. Je crois que c'était aux alentours des 5 euros, 5,50 €. Donc voilà, ça reste toujours négatif. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on a un cours qui est vraiment sous-évalué. À 4,14, moi j'ai un cours qui est encore à plus de 6 euros. C'était une action qui était montée à proche des 8 euros. Proche des 8 euros. Et je l'ai déjà renforcé une fois. J'ai pas envie d'avoir une part de mon portefeuille trop importante dans ce secteur d'activité. Mais je pense aux alentours de 14, même bien sûr qu'elle peut tomber en dessous. Mais je pense que ça peut vraiment être une opportunité, comme malgré le procès qui est en cours, malgré l'amende de Doctissimo, 300 000 euros, 380 000 euros, c'est pas grand chose. Bon, par contre, tout dépend de ce qui va se passer pendant le procès. Comme 1,2 million d'euros, là, ça ne reste pas négligeable. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par mail, ou également à me proposer des entreprises, plus particulièrement des small caps. C'est vraiment les entreprises qui ont le potentiel le plus important sur le marché. Et voilà, celles que j'aime le plus analyser.